Voilà pour les titres de ce journal. Merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Tout d'abord, le Premier ministre Cissé Agodia Omezouno a reçu en audience ce matin l'ambassadeur français au Togo. En fin de mission, Nicolas Varneri est allé faire ses adieux au Premier ministre. Les discussions ont porté sur les sujets d'intérêt politique, économique, institutionnel et de développement, entre autres. Le diplomate français s'est aussi prononcé sur la qualité des relations franco-togolaises et les souvenirs qu'il garde du Togo durant ses 3 ans de mission. Nous l'écoutons au micro de Charlotte Moussimi. C'était une audience de départ, c'est toujours un peu émouvant quand on quitte un pays, mais je suis allé prendre congé du Premier ministre avec lequel j'avais eu des relations très suivies depuis 3 ans, lorsqu'il était ministre du Commerce et puis lorsqu'il est devenu chef du gouvernement, bien sûr. Donc nous avons fait un tour d'horizon de tous les sujets d'intérêt commun et nous nous sommes séparés en espérant nous revoir un jour. Eh bien, c'est un pays qui bouge beaucoup, il y a des tas de choses qui se passent et puis il y a d'autres choses les choses vont plus ou moins vite selon les dossiers, selon les sujets. Donc on a fait un tour d'horizon. Des questions à la fois politiques et institutionnelles, des questions de développement, des projets de l'AFD notamment, des questions économiques, tous les sujets que suit le Premier ministre de très près, avec une très grande précision. Des souvenirs très denses, des souvenirs ici, de l'intérieur du pays, notamment lorsque j'allais dans les provinces très lointaines, parfois, et puis aussi la visite le souvenir de la visite du président Faure en France, parce que ça a fait avancer plein de dossiers. Et en fait, c'est parfois, curieusement, dans son propre pays, lorsque le chef de l'État est en visite, que des choses se passent. Donc voilà, j'ai des souvenirs togolais, des souvenirs parisiens sur 2 jours en novembre dernier. Alors la coopération, moi je dis toujours qu'elle est extrêmement diverse, extrêmement protéiforme, si vous voulez. Elle se déroule dans des tas de champs différents. Il y a des sujets sur lesquels ça va très vite, d'autres sur lesquels ça va un peu plus lentement, d'autres sur lesquels on a parfois des difficultés. Donc en gros, il y a tout le bloc régalien. Préparation des opérations de maintien de la paix, lutte contre la criminalité, action de l'État en mer, lutte contre les trafics. Il y a tout le développement, j'allais dire, classique, santé, éducation, formation professionnelle, agriculture, aménagement urbain, etc. Et puis enfin le volet économique, le volet des affaires et des rapports économiques entre les 2 pays. Et le chef du gouvernement a été représenté cet après-midi à la cérémonie d'inauguration du siège de la Société togolaise des nouvelles technologies. À travers la mise en place de ce nouveau cadre, la STNT veut être plus accessible à ses clients et leur offrir par la même occasion du matériel informatique varié et de qualité. Le compte rendu de cette cérémonie avec Elom Mpati et Clarisse Atikle. La Société togolaise de nouvelles technologies STNT a un nouveau siège assorti d'un showroom de 170 mètres carrés. Toute une gamme variée de matériel informatique de qualité est désormais mise à la disposition de la clientèle. Avec ses 12 ans d'expérience dans le domaine de l'ingénierie informatique, la bureautique et la télécommunication, la STNT est plus que jamais décidée à participer avec détermination au développement du secteur des TIC au Togo. Pour y arriver, la société propose des services innovants. Le service innovant qui s'ajoute, c'est le centre de réparation HP, le centre agréé de réparation HP qui est officiellement ouvert dans nos nouveaux locaux aujourd'hui. Et tous ceux qui ont du matériel HP qui est sur garantie et qui tombe en panne peuvent l'apporter ici et ils seront satisfaits. Nous voulons dire à nos clients partenaires que nous mettons à leur disposition un nouveau cadre dans lequel ils pourront retrouver tout ce dont ils ont besoin. Le secteur des technologies de l'information et de la communication représente en moyenne 5% des recettes de l'État et 4% des produits intérieurs bruts. Il couvre en outre tous les secteurs d'activité. C'est pourquoi, depuis quelques années déjà, le secteur, avec l'appui des autorités togolaises, est résolument engagé sur la voie de son développement. Le secteur des TIC reste donc un domaine pourvoyeur d'emplois. Il me plaît ainsi de rappeler que, face au problème de chômage, ce secteur se présente comme un secteur qui crée toujours des emplois. L'inauguration de votre nouveau siège est, pour nous, un symbole très fort, d'autant plus qu'il vient couronner 12 ans d'efforts et de recherche. Le gouvernement prend à présent l'engagement de vous accompagner en fonction de ces possibilités et, à travers vous, tous les acteurs du secteur des TIC, pour que tous les Togolais, où qu'ils se trouvent, aient un accès
aux produits, aux services et aux nombreuses innovations des technologies de l'information et de la communication. C'est pourquoi nous encourageons vivement toutes les autres bonnes volontés à se joindre à vous pour faire de la Société togolaise des nouvelles technologies une entreprise de référence en matière d'éthique. Professionnalisme et compétences sont les maîtres mots de la STNT qui se veut une société de référence du secteur d'éthique au Togo et dans la sous-région. Le nouveau siège est situé sur la rue des Fougères à Tokoin-Rankou. Dans l'actualité de ce jeudi également, le comité État donateur composé des partenaires techniques et financiers s'est réuni ce matin à Lomé pour le compte de la première session de l'année 2014 de la plateforme opérationnelle pour la mise en œuvre de la SCAP. Il s'est agi d'examiner le rapport bilan de la SCAP en 2013, proposer des recommandations pour mieux préparer la revue annuelle conjointe de cette stratégie. Des précisions avec Gérard Lagoudou et Carmen Madji à Capo. Les partenaires techniques et financiers autour du gouvernement togolais pour un fonctionnement plus efficace de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP. Cette première session de la plateforme opérationnelle du comité État donateur a principalement analysé la matrice unifiée des recommandations issues de la mise en œuvre de la SCAP en 2013 et déterminé les voies et moyens pour une meilleure opérationnalisation du dispositif institutionnel de suivi et évaluation des politiques de développement DIPD. Dresser le bilan de la SCAP, nous pensons qu'il y a un gros travail qui a été abattu. Il s'agit maintenant de pouvoir assurer une certaine cohérence entre les recommandations qui ont été formulées et le bilan en lui-même. Et c'est là que les partenaires vont intervenir pour essayer d'apporter leur contribution pour s'assurer que cette cohérence est de mise. Des efforts sont déjà notés dans le cadre de la mise en œuvre de la SCAP. Mais selon le gouvernement, certains défis restent à relever. L'un des défis les plus importants, c'est que la mobilisation des ressources est un facteur limitant pour la mise en œuvre des orientations de la SCAP. Malgré ce fait, nous pouvons également constater que les capacités nationales restent encore à un niveau assez faible, puisque le peu de ressources que les partenaires mettent à notre disposition n'est pas totalement consommé. Donc voilà le paradoxe. Nous avons besoin de plus de ressources, mais nos capacités de mise en œuvre aussi ne sont pas au point. Cette session ouvre donc la voie à la revue annuelle conjointe de la SCAP en 2013 par le Conseil national de pilotage des politiques de développement. La SCAP au Togo constitue le deuxième document de stratégie de réduction de la pauvreté pour la période quinquennale 2013-2017. L'Agence nationale pour la garantie des financements des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries a un bureau à l'intérieur du pays. C'est à Kara que cette représentation de l'ANGPF se trouve. Le bureau vient d'être ouvert. Nestor Mozo. Le bureau de l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries de Kara se trouve au cœur de la ville, au quartier Ewao. L'ouverture de cette représentation répond à un souci, celui de rapprocher la NPGF des bénéficiaires. Le bureau de Kara couvre toute la partie septentrionale du pays. Nous avons noué des partenariats avec des institutions de microfinance, avec les banques, qui nous remontent les dossiers de l'intérieur. C'était une solution provisoire. Nous avons constaté, après 5 ans de fonctionnement, nous avons fait le point, nous nous sommes rendus compte que cette solution provisoire avait des limites, notamment le personnel des banques ou des SFD n'ont pas forcément le temps nécessaire à consacrer aux potentiels clients de la NPGF, ce qui rendait long le processus de traitement de nos dossiers. Donc, pour essayer de désengorger un peu et puis d'être plus proche de notre population, nous avons vu qu'il était nécessaire de nous implanter. Et donc, dans un premier temps, nous avons choisi Kara. La NPGF offre des services financiers et se porte garante auprès des institutions bancaires en faveur des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries.
Renforcement des capacités, appui conseil et restructuration des entreprises sont aussi d'autres domaines d'intervention de l'ANPGF. Cette heureuse initiative va davantage permettre à l'ANPGF d'améliorer ses prestations afin d'optimiser ses performances actuelles déjà appréciables. Je voudrais à cet égard souligner que l'ANPGF a contribué au cours des 5 dernières années à l'accompagnement financier et technique de plus de 3000 projets et entreprises pour un montant cumulé de plus de 3 milliards de francs. J'ose croire qu'avec l'ouverture du bureau de Kara, l'ANPGF pourra mieux répondre aux besoins d'un grand nombre d'opérateurs économiques. L'ANPGF est devenue un maillon important dans la prise en charge des questions de financement. Le gouvernement compte sur sa contribution dans sa volonté de faire du secteur privé le principal moteur de la croissance économique du Togo. Le Togo a adhéré depuis le 5 août 2013 à l'initiative de l'Union européenne sur les centres d'excellence pour les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, en abrégé CBRN. Aujourd'hui, il est question de sensibiliser les parties prenantes sur ce projet qui vise à renforcer les capacités des pays adhérents dans la lutte contre les menaces CBRN sous toutes ses formes. Des précisions avec Liberté Arodo et Antoinette Omao. Face aux nouvelles technologies, les défis en matière de protection de l'environnement sont de plus en plus déterminants. Aussi, l'utilisation abusive des matières chimiques pose-t-elle d'énormes difficultés pour la sécurité environnementale. Pour prévenir et atténuer ces risques, le Togo a adhéré depuis le 5 août 2013 à l'initiative de l'Union européenne sur les centres d'excellence pour les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, CBRN, un mécanisme qui vise à renforcer les capacités des pays dans la lutte contre ces menaces sur toutes leurs formes. Le Togo a la possibilité de mener une évaluation des besoins NRBC du pays et sur la base de ces besoins d'écrire une stratégie nationale, un plan d'action national NRBC qui permettra au pays de prendre conscience des risques existants par rapport aux matières nucléaires, biologiques, radiologiques et chimiques et de contrer ces risques en travaillant tous ensemble au niveau national et régional. Après une sensibilisation des parties prenantes sur le processus, une équipe nationale sera mise en place pour coordonner les différentes activités en vue. Nous sommes maintenant dans le processus de mise en place de l'équipe nationale, parce que c'est l'équipe nationale qui a cette responsabilité-là, chacun de par ses missions, de pouvoir identifier les priorités que nous avons au niveau national, de les mettre ensemble, en commun, lesquelles pourront être porteurs comme idées de projet au niveau régional. À l'issue de cette rencontre, une évaluation nationale sera faite en vue d'élaborer un plan d'action pour la gestion des besoins de chaque acteur et pour la gestion des catastrophes. L'initiative CBRN est présente dans plus de 50 pays, dont le Togo. L'État reprend ce qui lui appartient. C'est ce qu'il faudra comprendre de ces différentes opérations de récupération des réserves administratives occupées illégalement par des citoyens togolais. Ce matin, l'opération de démolition des habitations a eu lieu à Sagbado, à Didogome et à Vedi Chalomé. Élisée Kodo, Rachel Aoko. Nous sommes à Logoté Sagbado. Cette maison occupait une partie de l'espace réservé au marché. La propriétaire avertit plus tôt après ses dispositions pour vider les lieux et laisser les engins lourds rétablir l'ordre légal. Même spectacle au lycée moderne Adido Gomé 1. L'occupant, malgré les mises en demeure et le dédommagement, a poursuivi ses activités sur ces lieux destinés normalement au lycée de la localité. L'occupant du site du lycée d'Adido Gomé a été dédommagé depuis 2007. L'État lui a donné déjà 2 lots pour le compenser. Il a vendu les 2 lots que l'État lui a donnés. Et il reste encore au lycée pour déranger les élèves et les enseignants. Les responsables disposent désormais de plus d'espace pour entreprendre d'autres travaux pour le compte du lycée. L'espace que nous venons d'avoir nous permettra
donc construire là aussi des bureaux pour les gardiens et pour les surveillants. Parce que notre lycée est un grand lycée et ceux qui occupaient cet espace-là nous gênaient parce qu'il fallait dans une certaine mesure beaucoup d'efforts pour pouvoir gérer la discipline, puisque c'est aussi un des passages par lesquels les élèves escaladaient le mur. Le couvent fétichiste d'Avedi Télessou qui bloquait la route a également connu le même sort. La délégation spéciale de la préfecture du Golfe poursuivra prochainement ses opérations dans le canton de Baguida. Les acteurs impliqués dans le projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres sont depuis ce matin en réunion. Ils veulent faire le bilan des activités de la première phase du projet et valider le plan de travail 2014-2015. Ce projet du gouvernement vise en fait à adapter les communautés au changement climatique, lutter contre la dégradation des terres, les inondations et autres catastrophes naturelles. Éric Dianikbo, Arnaud Kili. Le projet Gestion intégrée des catastrophes et des terres est initié par l'État pour faire face à la recrudescence des aléas climatiques et particulièrement les inondations. Après 18 mois de sa mise en œuvre consacrée au renforcement institutionnel, aux activités communautaires pour l'adaptation et la gestion durable des terres, ainsi qu'au renforcement du système d'alerte précoce, les acteurs et partenaires impliqués font le bilan de la mise en œuvre des activités de ce projet. Nous avons équipé le corps des sapeurs-pompiers en véhicule de transport du matériel d'urgence. Nous avons équipé la météorologie, l'hydrologie et la Croix-Rouge togolaise dans l'optique de la mise en œuvre du système national d'alerte précoce sur les inondations. Nous avons aussi renforcé les capacités de l'unité de gestion avec tout le matériel roulant et le matériel de travail. Il s'agit de fournir des équipements et de former les structures nationales, régionales et locales engagées dans la réduction des risques d'inondation et de dégradation des terres. Le système d'alerte précoce sera renforcé pour informer à temps les populations sur les risques d'inondation. Le PJCT est soutenu dans cette démarche par la Banque mondiale. Cette phase pilote va permettre de corriger certaines choses. Et à partir de maintenant, la grande phase va démarrer avec près de, je crois, plus d'1 milliard de dollars. Et nous sommes en train de planifier les activités. Le représentant du ministre de l'Environnement a apprécié le travail fourni par l'ensemble des acteurs depuis 2013 et les a exhortés à poursuivre les efforts qui doivent s'inscrire dans la durée pour une riposte adéquate et de façon concertée. Depuis le 1er juillet dernier, de nouveaux paquets de cigarettes sont apparus sur le marché togolais, conformément aux dispositions de la loi anti-tabac. Ce matin, les agents du cordon douanier de l'aéroport international Gnazingbe-Yadema ont pris connaissance des normes d'emballage et d'étiquetage de ces paquets. Cette formation leur est donnée par la cellule de coordination du programme anti-tabac. Les précisions avec Essoham Théotéo. Voici comment se présentent au Togo les nouveaux paquets de cigarettes sans distinction de marque. Si la boîte a deux faces principales, sur la première face principale, l'avertissement sanitaire doit occuper 65% au moins de cette face, avec un message en français et EV, et sur l'autre face, un message en français et en kabien. Et ça doit occuper, comme je l'ai dit tantôt, 65% de cette face principale au moins. Et que ce message doit être encadré par un liseré de 3 mm d'épaisseur. Maintenant, ce message doit être en noir, en gras, en majuscule, sur un fond blanc. Les agents de l'Office togolais des recettes et ceux du cordon douanier de l'aéroport international Gnazingbe-Yadema se sont donc familiarisés avec les dispositions de la loi anti-tabac, notamment les normes relatives au conditionnement et à l'étiquetage du tabac et de ses produits dérivés. La cellule de coordination du programme anti-tabac s'est également appesantie sur les fondements de cette réglementation. Le gouvernement a interdit totalement, c'est une interdiction absolue,
de la publicité sur le tabac, parce que c'est un produit dangereux. Les études scientifiques l'ont assez prouvé, le tabac tue. Et comme le tabac tue, il faut protéger la population en évitant la publicité sur le tabac. Donc, les gens pensent aussi que nous sommes à l'encontre de la liberté de concurrence en matière de commerce. Ce n'est pas le cas. Ces agents ont été aussi instruits sur les peines d'emprisonnement et le montant des amendes en cas d'infraction de l'une des dispositions de la loi par les firmes, les contrebandiers ou eux-mêmes en tant que fonctionnaires de l'État. C'est depuis le 1er juillet dernier que les nouveaux paquets du tabac et de ses produits dérivés ont fait leur apparition sur le marché et les firmes ont jusqu'au 1er septembre pour retirer les anciens paquets des lieux de vente à travers tout le territoire. Et puis dans le cadre des vacances utiles et citoyennes 2014, le ministère du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes en collaboration avec le ministère des enseignements primaires et secondaires organise une colonie de vacances à Kpalimé du 8 au 17 août 2014 pour le premier garçon et la première fille de chaque centre d'écrit du BEPC. Les lauréats sont priés d'attendre les bus au point de ralliement et aux horaires indiqués dans le quotidien Togo Presse par région et par préfecture pour le départ le 8 août 2014. Pour plus d'informations, consultez donc le quotidien togolais Togo Presse. À retenir également dans l'actualité de ce jeudi, un avion de la compagnie aérienne Air Algérie assurant la liaison entre Ouagadougou et Alger, disparu des radars 50 minutes après son décollage de la capitale burkinabé, se serait écrasé dans le nord du Mali. Pour l'heure, les informations sur la localisation de l'épave du vol AH5017 qui transportait 116 passagers sont mitigées. Le récit des faits à présent. Publié par la presse espagnole, voici la photo des membres d'équipage. 5 hommes et une femme, la copilote de l'avion. Ils poseraient ici à l'aéroport de Ouagadougou, quelques minutes avant leur départ du Burkina Faso. Prêts à embarquer dans ce McDonnell 83, avion de la compagnie hispanique Swiftair. Le vol, lui, est affrété par Air Algérie. Le décollage intervient à 3h17, heure de Paris. À 3h55 précisément, l'avion disparaît des écrans radars alors qu'il survole la région de Gao, au Mali. 116 personnes voyagent à bord, dont 51 Français. Malgré des recherches intensives, à l'heure où je m'exprime, aucune trace de l'appareil n'a encore été retrouvée. L'avion s'est probablement écrasé. 10 minutes avant de disparaître des écrans radars, l'avion a modifié sa route en raison de conditions météo particulièrement difficiles, selon les autorités burkinabées. Effectivement, l'avion a demandé expressément à changer d'itinéraire à cause du mauvais temps. Pour l'instant, nous recherchons l'avion. Après, nous verrons quelles sont les hypothèses. Le vol AH5017 devait atterrir à Alger au petit matin. À l'aéroport, les panneaux indiquent que l'avion est retardé. Mais ses proches de passagers algériens comprennent au fil des heures qu'il ne se posera jamais. Le McDonnell 83 s'est-il écrasé? A-t-il explosé en vol? La réponse se trouve sans doute ici, dans l'immensité du désert malien. Un énième drame aérien qui vient rappeler une longue série. De la disparition en mars dernier du Boeing MH370 de la Malaysia Airlines à celui d'Air Algérie ce jeudi, sans oublier le plus récent d'hier de la compagnie taïwanaise. L'inquiétude est plus que grande. Prudence, Zinsou. 8 mars 2014, disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines à bord duquel se trouvaient 239 personnes. L'appareil qui devait relier Kuala Lumpur à Pékin est jusqu'à aujourd'hui introuvable après plusieurs tentatives de recherche. Certaines sources indiquent que l'avion pourrait avoir sombré dans l'océan Indien. Ce triste feuilleton n'était pas encore élucidé quand le 17 juillet dernier, un autre avion de la même compagnie, le MH17, s'écrasait dans l'est de l'Ukraine alors qu'il effectuait la liaison Amsterdam-Kuala Lumpur avec 295 personnes à son bord qui ont toutes péri. Le conseil du ministère ukrainien de l'Intérieur avait déclaré que l'appareil a été abattu par un missile solaire de fabrication russe alors qu'il se trouvait à 10 000 mètres d'altitude.
Une information qui a entraîné une série d'accusations mutuelles entre séparatistes et loyalistes ukrainiens. La série noire ne s'est pas arrêtée là. Le 23 juillet était le tour d'un appareil de la compagnie taïwanaise TransAsia Airways. 48 morts, 12 survivants. Les causes de cet accident ne sont pas encore connues avec précision, mais les médias taïwanais s'interrogent sur la pertinence d'avoir autorisé l'avion à voler au regard d'une mauvaise condition météo. La liste s'est rallongée avec la disparition annoncée ce jeudi du vol AH-57 d'Air Algérie après avoir quitté Ouagadougou peu après 1 h du matin, 110 passagers à bord. L'avion devait atterrir aux alentours de 5h10 dans la capitale algérienne. Les services de navigation auraient recensé les derniers signaux de l'avion 50 minutes après son décollage. Selon la chaîne météo, le vol AH-57 aurait également traversé une zone orageuse. Cet après-midi, un responsable de l'aviation civile algérienne a affirmé que l'appareil s'était écrasé, un crash qui se serait produit dans le nord du Mali. Nous retournons en page nationale, nous sommes jeudi et nous retrouvons donc Claude Ama ce soir pour la page des sports. Claude, bonsoir. Oui, bonsoir Anita. Au menu ce soir, la petite balle jaune avec l'initiation des jeunes de 3 à 14 ans. Oui Anita, les enfants passionnés de la petite balle jaune se forment depuis le 21 juillet sur les cours de la Fédération togolaise de tennis pour maîtriser les b.a.-ba de la discipline, comme l'a constaté Lamine Koko Konaté. Voir un jour le drapeau du tennis togolais flotter haut dans les grands tournois internationaux, c'est ce rêve qui a motivé le directeur technique national de la Fédération togolaise de tennis, Haïté Kini, à regrouper ses enfants de 3 à 14 ans pour leur inculquer les notions de base. Tout le monde ne répond pas toujours comme on le souhaite, mais on a mis des systèmes en place pour qu'ils arrivent